Et il est 8h14 en direct du Salon de l'Agriculture. Je reçois Marc Fesneau qui est ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, plusieurs questions. Où va l'agriculture? Un exploitant sur deux a plus de 50 ans. La France aide-t-elle suffisamment ses agriculteurs? Aura-t-on demain une souveraineté alimentaire? Est-ce qu'on va la préserver? Quels produits, quel prix? Des agriculteurs ou des jardiniers? Avec les questions de l'environnement et puis évidemment la sécheresse. C'est ce que nous allons aborder avec vous en évoquant quelques autres sujets, à commencer tout de même, on va en dire un mot sur la réforme des retraites. Une réaction à ce qu'a dit hier votre collègue du gouvernement, Gabriel Attal. Au Sénat, il a dit ici au moins, nous ne sommes pas, j'espère, dans une ZAD. Vous qui avez été des ministres des relations avec le Parlement, vous auriez pris le même discours, c'est-à-dire qu'il y avait une ZAD à l'Assemblée nationale et qu'on espère autre chose au Sénat? Chacun emploie les mots qu'il veut. Moi, je constate quand même que ça ressemblait singulièrement à ça à l'Assemblée nationale. Parce qu'au fond, c'est quoi? C'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est sous couvert de démocratie, le refus de la démocratie, c'est-à-dire du débat. Le Parlement, ça veut dire le lieu où on parlemente, où on parle. Or, manifestement, il y a un certain nombre de gens qui n'étaient pas là pour parler, mais qui étaient plutôt là pour invectiver. Ouais. Et je trouve qu'ils font mal à la démocratie, parce qu'on a besoin d'une Assemblée nationale, on a besoin de controverses à l'Assemblée nationale, on a besoin de débat. On a besoin de ne pas être d'accord et de trouver des voies de compromis. Alors au fond, quand on ne se donne même pas les moyens et la capacité à voter et à débattre, on met en scène une forme d'impuissance auquel il faudra sans doute... Donc vous souhaitez une parole apaisée, quoi? On peut avoir, quand vous regardez les grands débats, parfois les grands débats à l'Assemblée nationale, je remonte à des dizaines d'années, mais il n'y a peut-être pas besoin de remonter. Il y avait une forme de virulence, une forme de controverse très forte. Mais il y avait quand même la volonté qu'on puisse aller au bout d'un vote, d'un débat, de l'échange d'idées. Or, ce à quoi on a assisté, reconnaissons-le, relevait plus de l'échange d'invectives que de l'échange d'idées. Oui, Marc Fesneau, Olivier Véran n'a pas forcément calmé les choses, le porte-parole du gouvernement. Quand il dit, attention, avec le 7 mars, il y a un blocage, ça va nous mener à une catastrophe écologique. Oui, j'ai pas vu l'entièreté, pardon, je suis au salon, donc je suis dans une bulle, je sais pas si elle est préservée d'ailleurs, mais une bulle avec d'autres sujets. Les Français exprimeront ce qu'ils ont à exprimer le 7 mars. On a besoin de cette réforme, c'est ça le fond du sujet. Ouais. On n'a pas besoin non plus. Je vois ce qui me gêne un peu parfois chez certains, c'est l'expression de on va mettre en rade le pays, on va mettre à genoux, on va mettre à genoux l'économie, mais c'est pas l'économie qu'on met à genoux. Est-ce qu'il y a, Marc Fesneau, un risque? C'est pas l'économie qu'on met à genoux, c'est les Français qu'on met à genoux quand on fait ça, parce que si l'économie va mal, c'est pas une chose informe et sans visage. L'économie, c'est des salariés, des chefs d'entreprise, de la richesse, des retraites qu'on paye, des impôts qui permettent de financer. Donc, je suis pas sûr que mettre à genoux l'économie soit un objectif dans une vie, et même dans une vie tout court d'un pays. Je pense que la vie d'un pays, c'est d'essayer de trouver des équilibres. Mais si la France était à l'arrêt, est-ce que sur un plan agricole, il y a un risque aussi de catastrophe, comme le dit Olivier? Je veux dire, on va pas vivre. Au mois de septembre, c'était on va pas avoir d'énergie. Au mois de février, c'était le gouvernement qui le disait. Non, le gouvernement disait pas ça. Le gouvernement disait si on fait des économies. Et c'est ce qu'ont fait les Français. On passera l'hiver sans difficulté. On n'a pas été... Là, j'entends certains qui disent on ne sait pas si on va passer l'été en termes d'eau. Là, maintenant, vous me dites si jamais c'est mis en rade, on ne va pas se nourrir. Mais c'est relayé par le gouvernement. Non. On a assez... Vous m'embarquerez pas là-dessus. On a assez de catastrophistes. De collapsologues pour que je ne vienne pas en rajouter. Il y a des difficultés dans ce pays. C'est Olivier Véran là qui l'a dit avant-hier. Non, il n'a pas dit qu'on allait manquer d'alimentation. Non, il a dit on peut aller vers une catastrophe. Mais je pense qu'il faut dans une démocratie, les gens peuvent exprimer leur colère, peuvent exprimer leur désaccord, c'est tout à fait normal, mais n'essayons pas de rajouter du chaos au chaos qui est au chaos ambiant du monde. Je trouve qu'on en a déjà assez comme ça. Oui, mais parce qu'il pourrait quand même y avoir, s'il y avait un ralentissement avec une grève... Jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à nouvel ordre... Même sur le plan agricole, jusqu'à la nouvelle ordre, depuis les années 40, on a quand même toujours nourri les Français, on a eu la Covid et tout était en rade et on a nourri les Français, les agriculteurs, ils ont été à hauteur. On est sur le stand de la coopération, il y a des gens qui travaillent pour nourrir les Français. Oui, alors allons-y, y compris ceux qui sont en grève. Oui, puisque nous sommes au Salon de l'Agriculture ici, on sent tout de même de l'inquiétude. Alors hier, vous avez répondu par un plan fruits et légumes de 200 millions d'euros. Quels sont les plans et les échéances aujourd'hui pour soutenir l'ensemble de la filière agricole? Au fond, c'est la première illustration de la volonté qu'on a de reprendre appartement par appartement, si vous me permettez cette expression, une forme de souveraineté. Alors, ne soyons pas non plus blancs ou noirs dans cette affaire. On est largement souverain en céréales, on est largement souverain en lait, on est largement
largement souverain en fruits, en vin, enfin bref, on a plein, en porc, enfin bref. Mais on a un certain nombre de filières qui effectivement ont souffert pour des raisons diverses, on pourra y revenir si vous le voulez, d'une baisse de compétitivité qui fait que ça a produit une baisse de souveraineté. Sur les fruits et légumes, on a essayé de travailler sur plusieurs sujets. Une forme de modernisation et de rénovation, les serres, les vergers, parce que ça permet de limiter l'usage des produits phytosanitaires, ça permet de mieux mécaniser, ça permet de gagner en compétitivité. Deuxièmement, de travailler sur la recherche et sur l'innovation. On a des impasses techniques liées au retrait d'un certain nombre de molécules. Je pense à la cerise, par exemple, qui sont des filières qui ont beaucoup souffert du retrait de molécules chez nous et pas chez les autres, d'ailleurs, souvent. C'est une interrogation, d'ailleurs, pour l'avenir. Et on a besoin de trouver des alternatives sur ces sujets-là. Puis, simplement, pour un troisième illustration, on a besoin de recommuniquer sur l'utilisation des fruits et légumes. D'accord. Donc ça, les 200 millions, c'est à travers ça, quoi. Puisque... Oui, mais c'est une affaire d'argent dans un plan. Si on pouvait se dire aussi, pardon, d'être un peu besogneux ou empirique, dans un plan, il y a les moyens, ça vient couronner une stratégie. La stratégie, c'est une reconquête dans la décennie de 10 points de souveraineté en termes de fruits et légumes. Et ça, faut qu'on donne des messages de moyen et long terme aux agriculteurs. Oui, parce que 70% des fruits que nous mangeons sont d'origine étrangère en France. 60, mais oui. Oui, on va pas chipoter sur les chiffres, mais c'est déjà pas mal, hein, ça suffit. C'est déjà ça suffit à nous occuper. Trop comme un poulet sur deux, par exemple aussi, qui vient donc de l'étranger. Comment peut-on faire pour garder notre souveraineté alimentaire? Qui plus est en cette période d'inflation où il y a une hausse des coûts de production, bien sûr, pour l'ensemble de la filière agricole en France. Vous me permettez de m'arrêter justement sur la filière poulet parce que c'est très emblématique aussi de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut améliorer. On a une filière avicole qui est bien organisée, qui souffre beaucoup, mais on a couvert le besoin et les difficultés, je crois en partie, de la grippe aviaire. Simplement, on a une gamme qui fonctionne bien, les labels, les animaux qui sont en plein air, et puis les produits d'entrée de gamme, comme on dit. Là, on a un problème de compétitivité. C'est-à-dire que, en gros, les 50% qui nous manquent, c'est plutôt sur l'entrée de gamme. Ce qu'on mange, y compris dans du snacking, comme on dit, et sous d'autres formes. On a besoin d'avoir des produits de haut de gamme, des produits de milieu de gamme et des produits d'entrée de gamme. On peut pas avoir simplement une filière. Les produits d'entrée de gamme, c'est quoi alors? Parce que ça veut dire que c'est moins bien élevé. Non, c'est pas moins bien élevé, mais c'est mais c'est ce qu'on mange. Oui, c'est ce qu'on mange et qui vient de l'étranger. Donc il faut avoir tout dans un produit. Évidemment, les coûts ne sont pas les mêmes, mais dans tous les cas, et d'ailleurs ce sera des produits de moins bonne qualité. C'est pas des produits de moins bonne qualité, mais c'est pas la même nature de produit, c'est pas les mêmes exigences que ça porte, mais c'est ce qu'on mange aussi. Et donc, de même qu'on mange pas tous les jours une côte de bœuf, mais on mange plus régulièrement du steak haché. Et c'est pas le même produit, et c'est pas le même coût, et c'est pas le même équilibre de matière. Donc il faut qu'on ait quelque chose qui soit de l'ordre de l'équilibre économique, sinon on sera toujours défaillant sur une partie. Et comment vous pouvez soutenir alors cette filière d'entrée de gamme? Parce qu'on l'a bien compris, l'enjeu est là. C'est un sujet de compétitivité, c'est un sujet de ne pas surnormer par rapport à d'autres pays. Alors voilà. Foutez-nous la paix, a dit une agricultrice tout à l'heure. Elle dit on n'en peut plus en fait de l'ensemble. Oui, alors après il faut... C'est commode à dire, moi, derrière le micro, de dire foutons-leur la paix ou laissez les Français tranquilles, arrêtez d'emmerder les Français, avait dit le président Pompidou, je crois. Après, il faut essayer de le faire en raison, parce que nous sommes collectivement avec des injonctions contradictoires. C'est-à-dire que nous sommes les premiers, dès qu'il y a un problème, à demander une loi, collectivement. On a un sujet, il faut une loi. Comme si la loi allait régler les problèmes. On est un pays qui légifère trop. On est un pays qui pense que... comme on n'est pas capable de compromis et comme on n'est pas d'intelligence collective, on a forcément besoin d'interdire ou d'autoriser. Vous voyez ce que je veux dire? On a besoin collectivement de se poser cette question-là. Et de veiller à chaque fois, parce qu'on est dans un marché unique, dans un marché européen. L'essentiel de nos concurrents, ils sont pas à l'autre bout du monde. L'essentiel de nos concurrents, ils sont à nos frontières. C'est nos partenaires aussi. Et donc on a besoin de regarder à chaque fois qu'on produit de la norme, de faire en sorte que la norme soit équivalente chez le voisin, parce que de toute façon... Mais ça, est-ce que vous pouvez l'imposer chez les voisins pour qu'ils respectent les normes? Parce que là, vous le prenez à l'envers. Non, vous le prenez à l'envers. Vous le prenez à l'envers. D'accord. Alors, prenons-le à l'endroit avec vous, monsieur le ministre. Essayons de ne pas être arrogants et d'imposer la norme que les voisins ne veulent pas. Alors, comment fait-on? On s'évite de faire nous-mêmes des normes. Oui, mais alors, nous, on respecte. C'est comme ça qu'il faut faire. Qui est en cause? Non, mais Marc Fesneau, qui est en cause? C'est l'ensemble de notre administration, c'est l'Europe? Oui, allez-y. Je sais qu'on a besoin de coupables et qu'en France, on aime bien mettre des têtes au bout d'une pique. Non, c'est pas... Mais on va la jouer un peu différemment. Et je vais essayer, en tout cas, parce que c'est pas mon genre et vous me connaissez. Mais quand vous décidez d'une norme en France, et qu'après vous allez voir les autres en disant, sans avoir discuté avec eux, maintenant c'est la norme qui vous s'imposer, il n'est pas illégitime que les 26 autres lui disent, mais t'es gentil, t'es passé devant, mais
À quel moment on en a parlé? Il y a une forme d'arrogance à faire ça. Et il y a une forme d'inconscience aussi à faire ça. Parce que nous sommes dans un marché unique. C'est ce qui a fait la richesse de l'Europe et la richesse de la France, y compris la richesse agricole. Donc on a besoin en France, mais c'est parfois de la réglementation, c'est parfois de la loi, c'est parfois des choses qu'on voit pas oui, des pratiques. Donc il n'y a pas à mettre qui que ce soit à la vindicte. C'est un effort collectif que nous devons faire, pas que sur l'agriculture, objectivement. Je reste élu municipal et élu communautaire. Le nombre de sujets sur lesquels on a le sentiment qu'on en fait toujours beaucoup plus que les autres, ça ne nous rend pas plus heureux d'ailleurs, et ça ne nous rend pas dans une société beaucoup plus sûre. Je vais vous donner un exemple. Réutilisation des eaux usées. Oui. Nous sommes le pays qui réutilise le moins les eaux usées. Pourquoi? Parce qu'en France, une espèce d'ambiance collective de oh là là, c'est des eaux de station d'épuration, c'est des eaux, on appelle ça les eaux grises, que je n'aime pas trop. C'est des eaux qu'on jette au milieu qui sont analysées. En France, il y a une culture qui s'est développée dans les services de la santé, dans les services du ministère, collectivement, comme citoyens, on réutilise surtout pas ces eaux. On est en train de produire un décret en Conseil d'État avec mes collègues de la santé et de l'environnement pour sortir de ça. On utilise 1,8% des eaux usées, les Italiens 15, les Allemands 10, les Espagnols 18. Quand même, ils n'ont pas l'air en mauvaise santé, quand même. Mais ça, c'est nous qui avons surnormé. Et du coup, c'est des entreprises de l'agroalimentaire. Donc, encouragé, hein. Il y a des expériences qui sont menées. Bien sûr, et en plus, on a la technologie, on a les meilleures, quand même, les meilleures entreprises en termes de réutilisation de l'eau. C'est des gens qui exportent leur savoir-faire à l'extérieur de nos frontières et on n'est pas fichu de le faire chez nous. Oui. Alors, à propos de l'eau, c'est une grande préoccupation avec la sécheresse, en fait, actuellement. Oui. Que faut-il faire là? Est-ce qu'il faut que les agriculteurs changent? Alors, faut qu'il pleuve. Alors, mais ça, évidemment, ça ne nous appartient pas. Puis il y a un problème de réchauffement climatique probablement derrière tout ça. Mais est-ce qu'il faut revoir aussi les cultures? Alors deux choses. Comme le maïs, par exemple. Deux choses. Il y a le court terme. C'est pour ça que je disais il faut qu'il pleuve parce que dans l'épisode qu'on traverse, qui est un peu atypique, on n'a pas eu de pluie peu en janvier, pas du tout en février. On verra la semaine prochaine qui s'annonce plus pluvieuse, fort heureusement. Donc il faut naviguer entre le court terme et le moyen terme. Ce qu'on essaie de regarder, c'est comment on prépare une éventuelle sécheresse. Enfin, il tombe 600 mm en moyenne dans mon territoire. À la fin, il va tomber 600 mm. Je me souviens de 2016 où il était pas tombé une goutte d'eau en février, en mars. On irriguait en mars. Et en avril, on avait 80 cm d'eau dans mon village en Beauce. Donc, soyons prudents, n'étant ni Madame Irma, ni météorologue. Ça, c'est le temps court, mais il faut quand même se préparer au cas où. Puis sur le temps long, on a besoin d'essayer d'utiliser l'eau sous toutes les formes, ce que je disais sur la réutilisation. Des eaux usées. On a besoin d'avoir des systèmes qui soient économes en eau. On sait que, par exemple, vous utilisez du goutte à goutte en arboriculture, par exemple, vous économisez 40 ou 60% d'eau. Donc ça, c'est important. Toute goutte d'eau doit être utile. Je rappelle d'ailleurs que l'eau qui est mobilisée par les agriculteurs, c'est pas pour eux, c'est pour nous. C'est pas de l'eau pour les agriculteurs, c'est de l'eau pour nous. Donc il faut diviser par 65 millions d'habitants, sinon on fait une erreur factuelle. Les gens disent les agriculteurs accaparent l'eau. C'est pas pour remplir des piscines, hein, c'est pour nous nourrir. Troisième élément, donc on a besoin avec eux d'avoir des systèmes plus économes. On a besoin d'avoir, dans certains territoires, il y aura des évolutions d'assolement. Est-ce qu'ici il y a moins de maïs? Est-ce qu'ici il y a plus de maïs? Est-ce qu'ici il y a plus... on a un système par exemple d'élevage qui est très basé sur les prairies. Le système basé sur les prairies il va être un peu chahuté par le dérèglement climatique. Il y aura besoin peut-être dans ces élevages paradoxalement d'un peu de maïs. Donc un peu d'accès à l'eau. Transformation progressive de l'agriculture. Essayons ce que nous n'avons pas fait d'ailleurs, essayons de ne pas caricaturer le modèle et de le faire évoluer parce que le réchauffement climatique ça va s'imposer à nous. Oui, Marc Fesneau, il nous reste 3 minutes. Je voudrais qu'on en vienne aussi à cette question effectivement d'inflation. Alors on a parlé beaucoup d'un panier anti-inflation, les agriculteurs n'étaient pas forcément favorables. On a entendu Christiane Lambert par exemple. Quelles mesures, quel plan d'aide pourrait-il y avoir pour justement l'ensemble des denrées alimentaires? Alors c'est plutôt inflation, donc alors on a besoin quand même, c'est tout l'objet d'Egalim 1 et Egalim 2, on a besoin quand même de faire en sorte qu'on rémunère les producteurs. C'est pas la peine de parler de souveraineté si on rémunère pas les producteurs. C'est autant arrêter tout de suite le débat sur la souveraineté si on n'est pas capable de dire aux producteurs qu'on va les payer au juste prix parce que ça a un juste coût. Deuxième élément, on est dans une phase inflationniste qui est liée à la guerre en Ukraine. Je ne vais pas vous redire ce qui a été dit souvent sur vos antennes. On a besoin de regarder, alors ces paniers anti-inflation ou autres dispositifs. Bruno Le Maire a redit hier ou avant-hier, si j'ai bonne mémoire, qu'il continue à y travailler. C'est d'avoir, sur un certain nombre de produits, la garantie qu'ils sont stables et qu'ils sont... Mais ça a une condition, c'est ce qu'a rappelé Bruno Le Maire, c'est que la stabilité des prix ne se fait pas au prix des producteurs et au prix des transformateurs. Et donc, il reste un dernier élément et un dernier maillon de la chaîne, c'est les distributeurs. Les distributeurs. Là, il faut qu'ils fassent des efforts. Oui, mais
je suis suffisamment, comment dirais-je, instruit de ce qui se passe généralement pour que parfois certains distributeurs disent je fais des efforts et qu'à la fin ça se termine chez le consommateur, chez le producteur. Donc c'est ça qu'on est en train de calibrer. Est-ce que c'est un panier, est-ce que c'est une autre formule? Et sous quinzaine, on aura un dispositif qui sera calé. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on est en train d'essayer de le calibrer. Dans une quinzaine de jours, il y aura donc... On aura des éléments qui visent à passer ce pic inflationniste lié à l'alimentation. On dit que le pic sera plutôt pour le mois d'avril. Hein, oui, parce qu'on a dit mars au début et là il pourrait être vers le mois d'avril. Oui. Vrai ou pas? On avait dit mars, on me dit mois d'avril, enfin voilà, on va pas... Là non plus, j'en ai pas Madame Irma, on essaie de se mettre en disposition pour éviter les pics. Je rappelle qu'en février, on avait dit c'est affreux, on va avoir 20% d'inflation et que la France a fait 6% d'inflation. Parce qu'on y travaille et parce qu'on s'en occupe sérieusement. Avec cette inflation, est-ce que la filière bio est menacée? Avec cette inflation, la filière bio à terme, si ça durait, dans la structure de la demande, la filière bio pourrait être en grand risque. C'est le sens des premières annonces qu'a pu faire la première ministre Elisabeth Borne et de la volonté qu'on a, nous, de faire en sorte de faire passer le cap. On a un choc de demande là. On a une filière bio qui ne trouve plus sa clientèle. Donc on a besoin de travailler pour éviter que des agriculteurs se déconvertissent. On a besoin de travailler pour passer le cap en termes, par la communication, pour que des gens reviennent vers le bio. Et on a besoin sur le long terme de structurer un segment de marché. Parce que le bio, on voit bien, a été un peu chahuté par la proximité, le localisme, qui est aussi une autre version de la volonté des gens de se réapproprier leur alimentation. Donc il faut qu'on travaille immédiatement pour éviter un choc qui fasse fermer des boutiques ou déconvertir des producteurs. Là, il y a un risque dans les semaines qui viennent. Oui, il y a un risque dans les semaines qui viennent. Donc on est en train de travailler, de regarder comment on peut faire passer ce cap. Et puis il y a une responsabilité de la grande distribution aussi. Les rayons bio, alors ils vont nous dire oui, mais ça ne correspond plus à la demande. Oui. Au moment où ça allait bien, et c'était la croissance à 10 chiffres, ils en remplissaient les rayons. Il faut toujours se méfier des croissances à 2 chiffres. Et donc, maintenant, ils ont une responsabilité, c'est qu'il y a une filière bio, et s'il y a une filière bio, pour la soutenir, il faut que ça soit proposé aux clients. Et puis, peut-être une dernière question qui est plus générale et de philosophie par rapport à l'agriculture, Marc Fesneau. Il y avait une agricultrice ce matin qui nous disait « Ras-le-bol, on est stigmatisé, les agriculteurs, on nous tape dessus, maltraitance animale, maltraitance aussi de l'environnement. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire davantage de pédagogie, de campagne de communication ?» C'est ce qu'elle réclamait tout à l'heure. C'est ce qu'on essaie de faire à votre antenne, là. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il peut y avoir des actions, en fait, beaucoup plus globales? On va pas faire... Il faut faire de la pédagogie, mais la pédagogie, c'est pas une action choc, c'est tous les jours d'expliquer ce que c'est le cycle de l'eau, ce que c'est que l'alimentation, ce que c'est que d'être éleveur, l'utilité de l'élevage et ne pas se soumettre aux vidéos des uns et des autres, qui sont des vidéos qui sont souvent assez virales, mais qui sont absolument destructrices. Il y a de la désinformation, là, à ce niveau-là? Oui, enfin, quand vous encapsulez une vidéo et que vous résumez l'élevage à une situation dans un cas particulier sans que personne n'en sache le contexte, évidemment, c'est une des professions. Elles sont peu nombreuses, mais c'est une profession qui travaille à ciel ouvert, aux yeux de tous, qui a le sentiment à juste titre d'être très stigmatisée, à très grande injustice, par des gens qui ne connaissent rien souvent, en tout cas ceux qui parlent. Parler d'une partie des écolos, là, c'est ça? Je veux même pas qualifier politiquement où ils sont, enfin c'est des gens qui comprennent pas ce que c'est qu'un cycle, qui comprennent pas et qui sont dans la logique du yaka faucon. Les mêmes qui nous ont expliqué qu'il fallait sortir du nucléaire et qui maintenant sont les bras ballants en disant c'est incroyable, on sait pas faire et les mêmes qui vous disent quand on fait pas du nucléaire que l'éolien ça va pas parce que ceci, que le solaire ça va pas parce que cela, que la méthanisation ça va pas. Moi je vais vous dire, faut pas qu'on s'occupe trop de ces gens-là parce que ces gens-là ils nous amènent à la catastrophe. On l'a failli l'avoir sur le nucléaire, il n'est pas question pour moi que sur la souveraineté alimentaire, parce qu'on écouterait des gens qui au bout, je dis pas que c'est leur projet, mais qui au bout amènent l'agriculture à sa perte. Et les agriculteurs à leur perte, ça je ne laisserai pas faire et c'est bien la volonté du gouvernement de ne pas laisser faire. Merci Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire qui était notre invité ce matin en direct ici du Salon de l'Agriculture au stand des coopératives agricoles. Nous allons continuer et on va débattre jusqu'à 9h tout à l'heure avec Éric Nolot comme chaque vendredi, Guillaume Bigot. Juste après, il y aura aussi Christine Bouillot avec ses débatteurs et puis André Berkoff qui sera là aussi ce midi avec notamment son invité principal Sylvie Brunel, la géographe qui s'occupe beaucoup des questions de souveraineté alimentaire. Il est 8h33, bon réveil sur Sud Radio.